comme c'est un atelier, je pense qu'il faudra qu'on parle, surtout aux questions-réponses peut-être. Ça sera plus sympa, hein, plutôt qu'une conférence. Si je refais à nouveau une conférence, on repoussera un autre atelier de questions-réponses. Si ça vous convient, on commence par vraiment un dialogue. Est-ce que ça vous va? Non, on a le temps. Moi, je peux parler assez fort comme ça. Je laisse le micro. Je parle assez fort. Mais ça ne donne pas. Et moi, je parle assez fort comme ça ou pas? Oui. En fait, moi, je m'étonnais que, parce que si j'ai bien compris, vous êtes chercheur dans un laboratoire public, et je m'étonnais que je me demandais comment vous faites pour obtenir des crédits, vu le type de conclusion auquel vous aboutissez, parce que cet été, j'ai lu un article c'était la revue des Deux Mondes sur le wokisme, et ils expliquaient que l'université française était gangrénée et que c'était très compliqué d'assumer ce genre de position, de dire que les hommes sont différents des femmes, et je me posais la question de comment vous financez vos recherches. C'est un peu secondaire peut-être, mais... vous avez plusieurs questions? Bon, il faut dire, en fait, dans le fond, personnellement, ce que j'entends, c'est la question, en fait, de l'amitié pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait le choix... C'est mieux avec le micro. Oui, disons que, en fait, je suis membre de ce laboratoire depuis 1997, donc c'est il y a longtemps. Et on est des amis, en fait. On a vieilli ensemble et on se respecte beaucoup. Donc, ils savent ce que je fais, mais beaucoup de choses que je fais plutôt avec les étrangers. Je travaille avec des Australiens, je travaille avec des Canadiens. On publie beaucoup sur le cycle féminin, moi c'est ma spécialité, le cycle féminin. Cette année, j'ai publié 3 articles sur le cycle féminin. Et donc, en fait, mes amis m'apprécient. En novembre, ils m'ont demandé de donner une conférence. Mais, dans le laboratoire, je ne travaille pas sur la différence homme-femme. Je travaille sur la femme. Hein? Et donc, j'ai pas de problème. Simplement, je ne me pose pas en théoriste, en lobbyiste. Je suis un scientifique parmi les autres. Ils ne pensent pas comme moi, mais on s'aime. On est des vieux amis. Et c'est vrai ce que vous avez dit. Cette année, j'ai soumis 3 articles depuis janvier. Et dans les 3, j'ai dû me positionner comme homme, femme, ni l'un ni l'autre, ou ne voulant pas me positionner. Comme si on pouvait être autre chose comme femme. Mais on est obligé de cocher la case. Ce que vous dites est juste. Il y a un travail, malheureusement, qui n'est pas favorable. Mais j'ai fait le choix, personnellement, de plutôt travailler en scientifique qu'en théoricien, vous voyez, ni même en prophète. Je ne suis pas prophète. Bon, mais après, on parle plus de moi, vous êtes d'accord? Désolée, on est venu d'Hongrie. Nous sommes venus d'Hongrie et juste nous voulons vous demander de se présenter parce qu'on ne connaît pas grand-chose, on n'a pas lu les articles, des choses comme ça. Alors on a choisi ce sujet pour la titre. Ouais, merci beaucoup. Voulez-vous présenter ou que moi je me... Que vous présentez. Voilà. On l'a dit, hein, je suis marié avec Isabelle, nous avons 4 enfants et 15 petits-enfants. Nous sommes médecins tous les deux. Et moi-même, j'étais médecin généraliste à l'hôpital, si vous voulez. Et en 91, j'ai démarré une formation à Cambridge de recherche. Et j'ai terminé donc un doctorat de recherche à Cambridge en 97. Et depuis, progressivement, je suis devenu professeur de l'université et j'ai dirigé
articles, donc je suis vieux. Mais j'ai écrit 30 articles sur la femme, sur le cycle féminin, et puis 2-3 articles sur l'homme. Après, on parle peu de moi, hein, c'est pas très intéressant d'être chic, mais alors, comment je fais là? Il faut que vous passiez le micro. Ah, bah, oui. Je vais vous parler du cycle féminin, qui a beaucoup de dames ici. Alors, je ne vais pas faire un cours sur. Mais qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil de bon sens pour nous en tant que soit mère de famille ou future mère de famille ou consacrée sur. Parce que vous parlez pas mal de l'émerveillement, de l'identité homme-femme. Qu'est-ce que nous, en tant que. Qui sommes peut-être en contact avec des enfants, des jeunes, enfin, ma question c'est par rapport à ce que découvrir notre métier, qu'est-ce que nous, on peut transmettre aux autres? Merci Églantine. Alors, en fait, ce qui me passionne, entre autres, c'est que les temps du cycle, vous savez, il y a 3 temps dans le cycle. On dit l'hiver du cycle, le printemps du cycle et l'été du cycle. Dans le cycle féminin qui commence avec les règles, qui dure environ 30 jours, ça varie beaucoup d'un cycle à l'autre, mais environ 1 mois, quoi. Eh bien, la première partie, c'est l'hiver du cycle, qui est un temps de repos hormonal. À ce moment-là, pendant l'hiver du cycle, la femme, quelque part, n'a pas... Elle n'est pas encouragée ni à la féminité, ni à la maternité. Elle est comme apaisée sur le plan hormonal. Puis, le deuxième temps, qu'on appelle le printemps du cycle, c'est la période fertile, où au contraire, toute sa féminité est comme en fleur. La féminité, la femme est encouragée dans sa dimension féminine. Même sa silhouette change, mais je vous raconterai si vous voulez. Et puis, le troisième temps du cycle, qu'on appelle l'été du cycle, c'est un temps où la femme reçoit beaucoup plus de sa nature potentiellement maternelle. Elle développe son caractère maternant, à prendre soin des autres, à veiller à la bonne ambiance, etc. Donc, vous voyez, hiver, printemps, été, ce sont les 3 saisons de la femme. Si quelqu'un est intéressé, j'ai écrit un article là-dessus, en anglais, les temps du cycle, 3 saisons de la femme, dans Insight of Anthropology. Donc, c'est intéressant, je trouve, personnellement. En somme, un temps où la femme, quelque part, l'hiver du cycle, elle ressemble un peu à l'homme en termes de tempérament. Elle n'est pas très différente sur le plan tempérament. Et après, c'est le printemps du cycle. Et la voilà qui développe un grand nombre de qualités féminines. Même sa silhouette change. On fait passer derrière, vous savez, en ombre chinoise, vous connaissez les ombres chinoises, on fait passer une femme en ombre chinoise et on prend une photo, on lui demande à quel temps du cycle elle est. Et on met les hommes devant ces photos. Et ils cotent le caractère très féminin, attirant, de la femme. Eh bien, les notes sont plus hautes en période fertile. Alors, il n'a vu que la silhouette en ombre chinoise. C'est un exemple. C'est pour dire qu'un grand nombre de choses. Regardez, un truc typique, tout à l'heure j'ai rigolé en parlant de l'alimentation. La femme ne mange pas la même chose bien souvent au 30 ans du cycle. Et elle n'a pas le goût pour la même chose. Il y a des jours où on a envie de manger, tiens, je mangerai bien une salade, d'autres jours je mangerai bien un beefsteak. Les hommes aussi. Hein. Et eh bien, la femme n'a pas le goût pour les mêmes choses aux 3 ans du cycle. La femme, par exemple, il y a plein de choses, hein, c'est incroyable. Je travaille avec l'INSEP, ça veut dire quelque chose, c'est les gens qui sont aux côtés des sportifs. Et il y a une équipe maintenant qui travaille sur le cycle féminin et le sport pour aider les gens qui se préparaient aux Jeux Olympiques pendant 6 mois. Je ne travaille pas avec eux, je suis en lien avec eux, on a eu une réunion, c'est très peu de choses de ma part. C'est pour dire qu'eux existent et donc ils remarquent combien, au temps du cycle, la femme, les aptitudes
c'est comme une vaccination qui prépare la femme, qui développe la féminité de la femme, et la période, l'été du cycle, c'est comme quelque chose qui la prépare éventuellement à être mère. Et donc la femme reçoit des... Comme on se fait vacciner contre le Covid et contre la grippe, hein, sous-entendu, ça nous aide à lutter. La femme, elle a beaucoup de défis à rencontrer. Eh bien, la période fertile l'aide à développer sa féminité, et la période post-ovulatoire l'aide à développer sa maternité. Parce que les femmes ont ce don de féminité et de maternité, qu'elles soient maman ou pas. Hein, en fait, maman ou pas, tous ces dons, la femme les reçoit. Bien sûr, une maman, il y a plein de trucs qu'elle développe, qu'on ne développe pas si on n'est pas maman. Mais on reçoit quand même, de par le cycle, on reçoit ces temps-là. On parlait tout à l'heure de la ménopause, vous savez, et il a fallu préparer la femme biologiquement à vivre ce dernier temps de sa vie, qui est fait quelque part pour qu'elle donne tous ces dons qu'elle a à la société et aux autres mamans, etc., par sa présence. Eh bien, biologiquement, il y a quelque chose qui est fait. Vous savez, les dernières années de cycle, parfois c'est très casse-pied. Les années qui précèdent la ménopause, chez certaines femmes, c'est très pénible. Elles ont des cycles très irréguliers, etc. C'est le côté négatif. Mais le côté positif, c'est que ça protège leur cerveau contre l'Alzheimer à l'âge avancé. Les hormones de la femme, les 10 dernières années de son cycle, la protègent au point que quand une femme n'a plus de cycle, très tôt, ça arrive, la ménopause précoce, une femme qui va avoir 30 ans n'a pas de cycle, et bien on lui donne des hormones, l'équivalent de la pilule, si vous voulez, ou d'un peu différent, on lui donne des hormones féminines pour qu'elle maintienne ce développement de son cerveau, pour que plus tard, elle ait toutes ses possibilités, elle ne soit pas à risque de baisse de capacité cérébrale. Ça répond un petit peu. À Mère de Miséricorde, on est amené à écouter des femmes qui sont touchées par le deuil périnatal, donc la perte d'un enfant avant la naissance. Et la question qui revient souvent, c'est la place de l'homme. Et moi, j'aimerais justement pouvoir répondre davantage à cette question. C'est une question un peu ouverte dans le sens, est-ce qu'il y a moyen de se former plus dans cette direction-là, d'un point de vue peut-être psychologique, pour rendre attentifs les hommes par rapport à cette situation qui est quand même une situation très délicate. Alors, ce que je vais savoir dire, c'est la paternité, peut-être, plus que dans la perte d'enfant. Donc je vais plutôt parler de la dimension auquel j'essaie de répondre, puis vous verrez si ça répond. C'est en fait, la biologie a prévu que les femmes soient pas seules pour accueillir l'enfant. C'est-à-dire que la femme est transformée pendant sa grossesse. Souvent, les femmes, moi j'ai rencontré pas mal de femmes, on accompagne des familles, on soit un couple par semaine depuis 40 ans, donc on a rencontré pas mal de monde. Et il y a beaucoup de femmes qui disent, moi je me vois pas enceinte, je ne me vois pas avoir un gosse. Et la grossesse fait de la femme une potentielle maman. Sous-entendu, la grossesse développe les aptitudes de maman. C'est pas du tout inné, d'autres, au contraire, toutes jeunettes veulent avoir un gosse. C'est très notre diversité, c'est beau. Mais je vais parler donc, je vous propose, de quand la femme devient mère et quand l'homme devient père. Qu'est-ce qui se passe biologiquement? La nature a prévu. C'est-à-dire qu'en fait, de la même manière que la nature, le créateur, ça se passe par la biologie, a prévu ce temps de ménopause
l'homme a 40% de plus de testostérone le matin, comme pour le faire sortir de chez lui. La testostérone nous pousse dehors de chez nous. Il faut qu'on fasse quelque chose. C'est très difficile de rester chez nous le matin, de faire le boulot. C'est très difficile. Quand on n'a pas de job, c'est très difficile. Et l'homme a besoin, il est poussé. 40%, ça fait une quantité. Hein. Si on nous achetait cette quantité, donc en somme, le matin, on a 40% plus de testostérone que le soir. Eh bien, cette augmentation se fait presque plus à l'approche de la naissance du petit, de notre épouse, et les 6 premiers mois de vie de l'enfant, comme pour nous aider à rester auprès de la maman. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'ocytocine. Vous savez, l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. C'est pas facile de s'attacher à un petit bout. C'est pas si facile. La nature a prévu de nous aider à nous attacher à notre petit. Et donc, une des manières de le faire, c'est d'augmenter l'ocytocine. C'est-à-dire que les 3 derniers mois de la grossesse, l'ocytocine commence à monter. Et chaque fois, quand le bébé naît, chaque fois que la maman donne le sein, quand le bébé tète, la maman a comme un boost, une quantité d'ocytocine en elle, qui non seulement fait éjecter le lait, mais l'attache à son bébé. Elle l'attache au bébé. Et la deuxième chose, c'est la prolactine, qui fait sécréter le lait de la prochaine tétée. Et la prolactine, c'est merveilleux, c'est l'hormone qui nous donne envie de prendre soin. Donc non seulement la femme est attachée à son bébé, mais en plus elle a envie d'en prendre soin. Et c'est nécessaire, hein, parce que les petits, ça manque toujours, ça fait caca, ça fait pipi, ça pleure. Si on n'arrive pas à aider, c'est difficile. Eh bien l'homme, lui aussi, a une augmentation de cytocine lorsqu'il voit sa femme allaiter. Lorsqu'il voit sa femme allaiter, lorsqu'il la voit allaiter, regardez, la forme du sein est belle pour l'homme et déclenche en lui l'ocytocine qui l'attache à sa femme. Donc il est bon de ne pas galvauder, de ne pas utiliser mal à propos ce lien. C'est que la beauté du sein est faite pour nous aider à nous attacher à l'autre. Si on regarde de manière inappropriée, on ne s'attachera à personne. Vous voyez, il y a un effet en nous d'attachement à la personne. Et puis, ça vous intéresse toujours, ça va? Lors de l'union intime, hommes et femmes, nous sécrétons de l'ocytocine qui nous attache l'un à l'autre, et de la prolactine, hommes et femmes, pendant plusieurs heures, qui nous encourage à prendre soin de l'autre. Eh bien, quand le papa, vous savez que les papas ont tendance à jeter les enfants en l'air, ou à les faire tourner. Hein, qu'est-ce que je les ai fait tourner? Moi, les miens, jeter en l'air. Hein, et ça, c'est vraiment biologique. Hein. La maman n'a pas les mêmes attitudes vis-à-vis du petit. Hein. Eh bien, son ocytocine monte quand il fait ça. Il jette le petit et ça l'attache à lui. Et le bébé, comme ça, et ça l'attache à son papa. Donc l'attachement est aidé comme ça. Donc en somme, ce que j'essaie de dire, c'est que donc, avant et après la naissance, papa et maman, nous sommes aidés biologiquement à nous attacher et à avoir envie de prendre soin de l'autre et du petit. C'est ce qu'on appelle la triade. Il y a une femme chercheur israélienne qui travaille aux États-Unis, Ruth Feldman, qui a écrit des choses incroyables. C'est ce qu'elle appelle la synergie c'est la biologie comportementale. Quand le papa s'occupe du petit à petit, par plasticité cérébrale, son cerveau le rend plus apte à prendre soin. Ce qui fait que quand c'est une deuxième grossesse, il est déjà préparé beaucoup mieux. C'est beaucoup plus facile pour lui,
pour une deuxième grossesse, comme cela, de prendre soin, il a été préparé. En imagerie cérébrale, une imagerie du cerveau, chaque mois, on voit petit à petit le cerveau du papa se développer dans les zones du prendre soin. Donc en somme, vous voyez, je n'ai pas répondu directement, j'ai préféré dire ce que je... C'est que nous, hommes, on est dédiés à prendre soin. Biologiquement, on est dédiés à prendre soin de notre femme. Et donc, les chercheurs ont montré que quand on développe de bonnes relations avec son conjoint, pendant la grossesse, des relations plus douces, eh bien, on s'occupera mieux du petit après. Et ça passe notamment par ces modifications biologiques. Voilà. Donc je pense qu'on est aidé à devenir papa. Mais nous, il faut toujours qu'on pose des actes pour exceller. Un peu hors des dons en musique, mais si on ne pratique pas, il faut pratiquer. Est-ce que ce livre a été écrit en français sur la Ruth, elle a écrit en anglais. Mais dans mon bouquin, je l'ai fait, j'ai fait un chapitre. Lorsque l'homme devient père et lorsque la femme devient mère. Un de ceux qui sont là, j'en ai encore un. Oui, pas. Voilà. Est-ce que. C'est une question qui est peut-être un peu provocatrice, mais par rapport à une parole que vous avez eue ce matin, est-ce qu'on peut demander à un homme d'exprimer ses sentiments ou est-ce que ça allait contre sa masculinité? Alors, c'est intéressant, hein, la question. Et pour les petits garçons aussi, enfin les hommes et les petits non. Ouais, les petits gars. Il faut leur apprendre. Oui, c'est ça. Vous avez dit. Alors, moi, je ne peux pas, c'est pas scientifique, là, ce que je vais vous dire, c'est l'impression que j'ai. C'est qu'il ne faut pas confondre éteindre en l'homme, dans un petit garçon. Pour moi, il n'est pas bon d'éteindre dans le garçon cette inclination à ne pas trop en dire. Elle fait partie de sa nature. Par contre, quand on grandit progressivement, on peut apprendre à écouter et à exprimer nos sentiments. Mais parce qu'on sait que c'est bon pour notre entourage. En parlant à propos de un cas, le mien, j'ai appris petit à petit, Isabelle me dit si j'y arrive bien ou pas, mais j'ai appris petit à petit à parler de mes sentiments. Mais il n'y a pas eu besoin qu'on me coupe ma masculinité pour ça. Moi, je crois qu'il faut d'une part développer la masculinité et ne pas se laisser aller à dire tout ce qui est masculin est mauvais, je vais le corriger, parce que là c'est dramatique. Non, parce que le petit gars, il est appelé à devenir chevaleresque, à prendre soin, à défendre sa famille, à défendre son petit, à être serviable, à donner sa vie pour sa famille. Donc ça, c'est un job. Il faut vraiment le développer. Mais ça ne signifie pas qu'on ne peut pas lui apprendre délicatement. Tu sais, moi, maman, ou moi, ta sœur, j'aime que tu m'exprimes ce que tu ressens. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est une invitation parce qu'on le désire et non pas tu dois. Vous avez entendu? Vous voyez? Dans le livre en face, j'ai fait un chapitre là-dessus et j'ai beaucoup travaillé pour savoir quoi dire. Et il me semble que c'est juste de dire qu'il faut à la fois rester sobre de l'expression de ses sentiments pour un homme, si c'est moi, je pense qu'il faut rester sobre. Je pense, moi je suis grand-père, il n'est pas bon que matin, midi, soir, tout le monde sache mes sentiments. Je ne crois pas que ce soit bon. Parce que mon rôle, c'est d'écouter les autres. Mon rôle, c'est de prendre soin, il n'est pas nécessaire que je m'étale. Mais par contre, si Isabelle, on est ensemble et elle apprécie que je lui dise un peu à quoi je pense aujourd'hui, eh bien je le fasse, entendu, par volonté, par acte volontaire. Je ne sais pas si... Je pense qu'il faut prendre soin du fait que la femme a ce don, elle a ce don extraordinaire d'inviter à ce qu'on parle des choses de la vie. Et bien, à ce moment-là, moi, homme, eh bien, je prends la peine de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Sans perdre ma nature. Et non pas comme si la norme, c'était
c'était de parler des sentiments, parce que nous, on avait 3 filles et un garçon. 3 filles plus ma femme, ça fait 4 filles dans la maison. Franchement, s'il y avait eu 6 tempéraments féminins dans la maison, je pense qu'on aurait fermé boutique. Hein. Voilà, mais il y avait 2 garçons, et s'il n'y avait eu que des mecs, ça a été un cataclysme. Vous voyez ce que je veux dire, on a vraiment besoin des hommes et des femmes. Si tout le monde exprime ses sentiments en permanence, c'est une foire en poil. Chez nous, notre garçon n'exprime pas beaucoup ses sentiments, et on le demande des grilles. Enfin, il écoute ceux des autres. Vous voyez, et on aime bien dans le fond. Et on sait ses sentiments et parce qu'on écoute. Vous voyez ce que je veux dire? On se sent aimé par le fait qu'il nous écoute. Il n'y a pas besoin qu'il nous dise ce qu'il a dans son cœur. J'ai une proposition. Non, contrairement, c'est pas ça. Je me questionne vraiment. Moi, j'ai 6 garçons. Mais certains parlent de leurs sentiments. Mais moi, je me questionne sur l'opportunité quand même, comme tu l'évoquais, éventuellement, quand ils sont petits, de les initier, entre guillemets, à un petit peu exprimer leurs émotions malgré tout, parce que je pense que pour tout un chacun, ça peut soulager. Alors après, il n'est pas question d'étaler ses sentiments et ses émotions auprès de tout le monde, mais dans l'intimité familiale, auprès de sa maman, auprès de son épouse, quand on est marié, je me pose la question, est-ce que c'est pas une façon de soulager parfois Moi, je l'accueille comme ça. Je vous propose qu'on ne continue pas sur le sujet parce que moi, je ne suis pas un expert en relations humaines. Je veux plutôt parler de science. Ça ne m'embête pas. Je trouve ça intéressant, en fait, qu'il y ait des points de vue enrichissants, complémentaires. Ce que j'ai voulu exprimer ce matin, personnellement, ou maintenant, c'est que, attention, les garçons, ce n'est pas de la part dont on peut faire des filles. J'ai un collègue au Kenya, qui s'appelle Fred Olweni, qui donne des conférences de pédagogie partout, il est pédagogue professionnel. Et je vais vous dire ce que c'est qu'un garçon. C'est quelqu'un qui doit petit à petit vivre comme une fille, sachant qu'il n'y arrivera jamais. C'est une boutade. C'est qu'en fait, la société a décidé qu'il fallait quand même leur donner ça, c'est-à-dire quoi, les filles, mais en sachant qu'ils n'y arriveront jamais les pauvres. Est-ce qu'il n'y a pas un tout petit peu le travail à découvrir les dons de la masculinité? Mais c'est un point de vue. C'est un point de vue. Parce qu'on est un peu en friche de la masculinité. J'avais une question sans doute masculine et concrète. Comment fait-on pour mesurer l'augmentation de la testostérone, de l'ocytocine ou de tout ça? Est-ce qu'on met des électrodes sur les gens, sur le bébé? Est-ce qu'on les passe au scanner? Donc là, globalement, il y a 3 situations. Hein. Il y a, par exemple, est-ce que dans les prisons, les hommes violents ont plus de testostérone que les hommes non, pas spécialement agressifs, en prison? C'est le cas. En prison, les hommes qui ont des délits très ont plus de testostérone. Ça, c'est dans les prises de sang qui sont faites en routine d'examen de santé. On leur demande l'autorisation de mesurer leur testostérone. C'est gentil comme tout. Deuxième exemple. En Ouganda, je crois, par là-bas, on a voulu vérifier si c'est vrai que les papas qui ont moins de testostérone s'occupent mieux de leurs petits la première année. Et là, ils ont mesuré dans la salive, donc ils prélevaient dans la salive. Troisième situation, on veut vérifier si la testostérone rend agressif. Ça ne rend pas agressif. Ça, ça a été testé. Et notamment, tout simplement par un spray de testostérone, un petit spray comme on a, ou un placebo.
fait un test ou un jeu sur ordinateur ou un jeu, oui, et on voit l'attitude des gens. Et on voit que pas du tout, la testostérone ne rend pas agressif, elle le rend généreux. Et ça, c'est par, vous voyez, et globalement, donc, c'est comme ça qu'ils ont compris ce genre d'expérience. C'est à peu près. Ça répond ou ça ne répond pas? Une autre facette auquel ça ne répond pas. Au cas où je sache. Ce matin, on parlait justement d'un delta. Par exemple, on voit une montée d'un coup de testostérone, mais là, on ne peut pas prévoir à quel moment ça va arriver. Les sportifs là, de l'équipe avec lequel j'ai eu ma réunion la semaine passée, en fait, donc juste avant les Jeux Olympiques, ils les ont accompagnés pendant 6 mois. Eh bien, il y a un grand nombre de sportifs, je crois 120, qui ont mesuré leurs hormones 12 fois par cycle pour les filles, 12 fois par cycle, et dans la salive, et on voit donc comme cela le lien avec leur mode de vie. Et pour les tennisman ou pour les joueurs d'échecs, c'est carrément dans la salive, en général, qu'on fait ça. Et quand c'est les liens avec les bébés, par exemple, vous voyez, moi j'ai analysé des données pour un article sur le sujet, donc je vois bien, c'est dans le liquide qui entoure le bébé dans la grossesse. Petit garçon et petite fille, nous avons du liquide autour de nous quand on est en ventre de maman. Eh bien, on a mesuré dans des centaines de milliers de liquides comme ça, dans le monde, les hormones. Eh bien, plus il y a de testostérone, chez les garçons, chez les filles, plus il y a l'esprit systématique. Moins il y a de testostérone dans le ventre de la maman, autour du bébé, plus il y a l'esprit intuitif. Mais comme il y a beaucoup plus de testostérone chez les garçons, en effet, en moyenne, ils sont beaucoup plus tournés vers l'esprit systématique. Donc en somme, le liquide, la testostérone qu'on trouve dans le liquide pendant la grossesse, et on mesure chez ces enfants comment ils sont à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans. Et en effet, on n'est pas câblé pareil sur la testostérone qu'on a eu. Je ne sais pas si ça répond un peu. Ouais. Alors, je dirais pourquoi. La question c'est pourquoi aujourd'hui on se pose davantage ces questions hommes-femmes, alors que d'après ce que vous avez dit et ce que je comprends, c'est très clair qu'un homme est un homme et facilement différenciable de la femme, à tous les points de vue. Mais aujourd'hui, on s'obstine à trouver une raison de dire que la femme et l'homme sont la même chose et que rien ne devrait les séparer. De où ça vient et pourquoi aujourd'hui vous dites, lorsque vous êtes au laboratoire, vous avez dit, mais voilà, maintenant je me sens plus homme, plus femme, plus ceci. Est-ce que c'est statistique? Est-ce que je suppose qu'ils ont fait des statistiques? Est-ce que ça sert réellement à quelque chose? Ça sert à faire évoluer quoi et dans quel sens? Et pourquoi on insiste vraiment sur ça aujourd'hui? On a quand même un changement de société au moment où la force physique n'est plus prioritaire dans le travail. Jusque fin du 19e, début du 20e, même encore jusqu'en 1960, moi j'étais à la campagne, s'il y avait le veau à tirer de la vache, là on ne se trompait pas, on envoyait les bonhommes. Parce que c'est comme maintenant, on dirait, il y a un meuble à déplacer, on veut des gros bras. Bon, donc en somme, pendant ce temps-là, la femme prépare le repas pour midi. Sous-entendu, assez naturellement, la force physique, quelque part, définissait la masculinité, entre guillemets. Alors du coup, on garde encore l'idée, la force psychologique qu'on entend dans des pédagogies
Donc, alors maintenant, il faut un peu redécouvrir la masculinité. Deuxième chose, il y a eu quand même nécessité de quitter le machisme dans pas mal de lieux. Il a bien fallu progresser dans pas mal de lieux. Troisième chose, on a le bonheur de voir maintenant des emplois qui ne sont pas que à la chaîne, qui deviennent agréables. Beaucoup de gens vont au travail presque par plaisir. Moi, je pense que les copains du labo, filles et garçons, viennent travailler par plaisir. Je les mets dehors le soir. Avant un moment, je leur disais, attention, maintenant on va vous faire payer pour bien travailler. Surtout l'été, parce qu'ils viennent pour la clim. Donc en gros, si je dis des choses qui ne sont pas justes, n'hésitez pas à en mettre en place. Mais en gros, au travail, la féminité et la masculinité, comme disait Edith Stein, qui était une militante quand elle était jeunette, la femme, c'est Laetitia qui disait ça, peut faire tous les travaux. Mais Laetitia a oublié la deuxième partie de la phrase, oublié ou c'était pas le moment de le dire. Oui, mais elle excelle dans certains. C'est pareil, je peux tout faire, mais j'excelle dans certains. En moyenne, elle excelle dans certains, elle ne peut pas exceller en tout. Comme éboueur, par exemple, je ne suis pas sûr qu'il fasse vraiment la différence par rapport à un homme. Pas mieux quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis ça me heurte, moi, qu'on fasse transformer les poubelles par des femmes. Ça me heurte, mais pourquoi pas, si elles le souhaitent. Par contre, elles excellent dans plein de dons. Je peux me tromper, hein, mais plein de dons. Je vous donne un exemple, peut-être. J'espère que je ne m'écarte pas trop. Mais moi, quand j'étais chef de service, j'ai demandé à une femme d'être chef de service adjoint. Au moment des vacances, j'étais ennuyé, il y avait quelqu'un embauché, une embauche à faire. Donc je vais la voir, je lui dis ça ne dérange pas de t'occuper de l'embauche. Il n'y a pas de problème, je suis là, il y aura Muriel avec moi, on fera l'embauche. Je rentre de vacances, elles étaient reparties en vacances, les deux collègues féminines, et je passe dire bonjour aux gens dans le labo, et je vois quelqu'un que je ne connaissais pas, extrêmement timide, qui ne pouvait pas me regarder, qui était comme ça, vraiment très particulièrement timide. Et non, pardon, elle était encore là, la collègue. Je finis mon tour, je vais la voir, je salue, les vacances ça dit bien, oui, super, ça s'est bien passé, oui, tu sais, tout s'est bien passé. T'as pu faire l'embauche? Oui, on a embauché, ah ben tu l'as vu, oui, j'ai vu. Et je dis, mais en fait, il est quand même d'une timidité pathologique. Oui. D'ailleurs, on l'a embauché sur le critère suivant. Si nous ne l'avions pas embauché, il n'aurait jamais trouvé de travail. Eh bien, cet homme est connu dans toute la région. C'est lui le meilleur, toutes catégories comprises, pour analyser les questionnaires psychologiques. Cet homme est fin, délicat, et d'une timidité extrême, mais il est extrêmement doué. Donc, ce que je veux dire, c'est que si elles n'avaient pas été là, ce gars, je ne l'aurais pas embauché. Leur don féminin d'empathie et de générosité, de protectrice, ben, grâce à ça, elles ont fait un cadeau au service et à cette personne, vous voyez. Donc là, c'est sûr qu'elles ont excellé. Et donc je pense que si vous voulez, maintenant, aujourd'hui, les hommes se demandent ce qu'ils ont de particulier. Et bien, il va bien falloir quand je vois tout ce qu'il y a de particulier à l'homme, si on veut en bénéficier, il va vraiment falloir s'en occuper. Alors maintenant, pourquoi la société fait tout ça? À partir de 2005, environ un an de près, les scientifiques ont été obligés, quand on écrit un article scientifique, de distinguer les hommes et les femmes. Argument, toute la recherche a été faite chez l'homme, les femmes ont leur prescrit des médicaments aux doses établies pour les hommes. C'était par gentillesse qu'on ne faisait pas de recherche chez les femmes. Parce que les chercheurs ont une sorte de respect pour les malades, et donc on préférait demander aux hommes qu'embêter les femmes avec des prises de sang, des radios et des machins. C'était vraiment par gentillesse. Mais ça a été vécu comme un
J'étais un peu long, excusez-moi. Si on doit s'arrêter, vous me dites, 5 minutes. Je n'ai pas du tout parlé de la complémentarité. Je voulais revenir sur un point. Tout à l'heure, vous parliez du cycle féminin, vous parliez des saisons du cycle. Alors, je comprends qu'il y a un but à chaque période du cycle, mais un but justement dans les changements, les périodes où on va être très sociable, on va avoir une libido, ces choses-là, les périodes où on va être créative, etc. Mais j'avais une question par rapport au syndrome prémenstruel, où on a une période où on va être très irritable, on va être très fatigué, voire même des personnes qui vont être en dépression pendant cette période-là. Est-ce qu'il y a un but, puisqu'on dit que chaque chose a quand même son importance, quel est le but de cette période? Merci pour cette bonne question. C'est un domaine que je connais bien. On a publié un article en début d'année sur le sujet, j'apprends beaucoup de choses. On a un fichier en Australie de plus de 2000 femmes qui décrivent leur syndrome prémenstruel. C'est passionnant. Non, le syndrome prémenstruel, c'est vraiment casse-pied. Je redis ce que c'est, même si vous l'avez déjà très bien dit. Pendant 1 à 12-13 jours, beaucoup de femmes ont des troubles donc, pendant l'été du cycle, après l'ovulation. 15% ont des troubles pendant plus de 3 jours. Donc, plus de 3 jours, on n'est pas bien. Alors, les uns, c'est tout simplement que les odeurs sont insupportables. Et il y a des couples qui se cassent, parce que le mari est insupportable, ou le bruit est insupportable, ou les odeurs sont insupportables, enfin, difficulté à supporter l'entourage. Agressivité, envie de tuer son mari. Non mais c'est sérieux. Aux États-Unis, il y a eu des procès avec des meurtres conjugaux, avec, comment on appelle ça, circonstances atténuantes, donc une sanction moindre, à cause du syndrome prémenstruel. Tellement c'est dramatique. Hein. Ou alors des choses beaucoup plus sympas, on ne mange pas la même chose, des trucs comme ça, c'est pas grave. Et c'est une maladie. On n'en voit aucun bénéfice. C'est une maladie. Alors, il y a énormément de traitements efficaces. Donc, moi, j'ai fait passer une thèse là, il y a rien, 2 mois, même pas, sur quel traitement pour quels symptômes. Et on avait un grand tableau, le tableau 2, où il y avait un grand nombre de traitements dont beaucoup ne sont pas médicamenteux. Donc, si quelqu'un est intéressé, on pourra en parler comme ça. En somme, il y a moyen de soigner, mais c'est quand même un caillou dans la chaussure de la médecine. Et moi, je suis content qu'on commence enfin à s'en occuper. C'est ce qu'on appelle une maladie orpheline. Il y a peu de gens qui s'y intéressent, et il y a beaucoup de gens qui souffrent. Donc, ce n'est pas c'est pas quelque chose de merveilleux. Comme vous dites, on croit que tout sert à quelque chose. Ben, c'est comme quand un petit enfant naît avec une tumeur. Il n'y a aucune raison. La maladie existe, la mort existe. Donc pour moi, c'est la seule chose, c'est inacceptable pour moi le syndrome prémenstruel. J'ai un ami qui a divorcé à cause de ça. Et il ne savait pas que c'était ça. Sa femme, petit à petit, était considérée comme folle par son mari, alors que c'était une femme extraordinaire, mais qui a un syndrome prémenstruel majeur. C'est dur. Donc, il faut s'en occuper. Voilà. Peut-être qu'on doit avoir la sagesse de s'arrêter, peut-être. Si c'est l'heure. Un